Merci encore de votre confiance. Alors pourquoi le métaverse? Parce que déjà au sein de GPT-1, on réfléchit, on a une réflexion continue pour vous traiter vraiment des sujets d'actualité. On est aux prémices d'une nouvelle révolution qui va normalement changer en fait notre quotidien à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez les médias, vous regardez la télé, ou vous écoutez même la radio, vous lisez en fait les journaux, il y a chaque jour quelque chose qui concerne en fait de près ou de loin le métaverse. Il y avait un salon pour chercher de nouveaux talents qui a été réalisé dans le métaverse il n'y a pas longtemps. Et la question que personnellement je me pose, est-ce que demain on va voir un méta travel manager ou un méta commercial ou un méta dans l'assurance ou un méta avocat? Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel exceptionnel qui a accepté sans hésiter en fait de participer, que je tiens à remercier au nom de GBTA d'être parmi nous aujourd'hui pour essayer vraiment d'analyser ce nouveau phénomène et comment il va affecter à la fois l'industrie travel et l'industrie en fait meeting and events. Donc, sans plus attendre, je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent. Sabrina. Bonjour, donc je suis Louis-Xavier Dumoulin de CWT et j'encadre une équipe qui gère des comptes, ce qu'on appelle chez nous Enterprise Customer, donc un large portefeuille de grands comptes français pour lequel on consolide dans le monde entier. Bonjour, moi je suis Global Category Manager pour les laboratoires Servier. Bonjour, Cédric Barème, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Explorer, qui accompagne les entreprises pour faire une entrée réussie dans le métaverse et qui accompagne également notamment des agences ou des grands comptes sur l'organisation d'événements dans le métaverse ou des learning expéditions. Et nous développons aussi les outils pour que le métaverse soit accessible et possible dans le monde des entreprises, essentiellement pour des raisons de sécurité et d'accessibilité spécifiquement. Et Mathieu Debeuf-Rouchon, Innovation Manager France pour Capgemini Engineering. C'est environ 200 chercheurs et 100 projets de recherche sur lesquels le métavers est une dimension plutôt humaine sur un de nos programmes qui s'appelle Future of People at Work pour Capgemini Engineering à proprement parler, sachant que chez Cap, on traite aussi du sujet du métaverse, notamment, on en parlera avec un partenariat récent avec Unity. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel effectivement il y a beaucoup de choses à écrire et qui nécessite qu'on fasse appel à la recherche et à l'innovation pour essayer de transformer tout ça en un nouvel usage. Alors, on ne peut pas parler d'avenir sans parler de passé, et je vais en fait vous faire voyager. Et notamment, je voulais aussi vous faire parler d'un son que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc écoutez bien. Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. Oh, that's that little mark with the A and then the ring around it. At? See, that's what I said. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. Around. I'd never heard it said. I'd always seen the mark, but never heard it said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. Just what is this main artery of the information superhighway? Every business, no matter how large and no matter how small, will be on the internet in the year 2000. It's the primary way that people will look up information. It will replace the yellow pages as we know it today. Are a lot of people just getting on to the internet because they feel that they have to get onto the playing field, so to speak? Well, it's very hip to be on the internet right now. Je vous parle il y a 25 ans, on était aux prémices en fait de la révolution Internet, et donc on parlait encore de le A, est-ce que c'est about, est-ce que c'est at, et je voulais en fait 20 ans après cette date-là de 95 vous montrer en fait un interview de Gary Vee, en fait, qui est un serial entrepreneur américain super connu, je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux ou pas, qui a fait une interview avec le très connu Larry King. Je vous laisse l'écouter. What industry is on the verge of exploding? Virtual reality. Oh, and let me say this, Larry, because I think you're going to get a kick out of this. Because if you think emojis is crazy, let me tell you what I'm about to tell you. 12 years from today, when we're doing this interview, as we're going to have a long relationship, as you said, we're going to be doing it. It's going to feel like it's happening just like right now, except one thing. We're both going to be sitting at home. Alors, il a parlé de 2 ans, sauf que là, maintenant, on y est à 6 ans. Et on parle déjà en fait de cette révolution métaverse qui a été certainement en fait renforcée et accélérée par la crise Covid que nous avons vécue. Alors je voulais juste en fait vous faire intervenir pour quels sont vos avis là, ce que vous venez de voir, Mathieu.
Alors, ce qui est intéressant, et j'aime bien revenir souvent sur les prémices, c'est qu'il y a encore 20 ans, 25 ans, 2007 notamment l'iPhone, tout le monde se demandait ce qu'on allait pouvoir faire d'un téléphone comme celui-ci. Il y a encore 30 ans, le bebop, tout le monde se demandait à quoi ça pouvait servir de téléphoner dans la rue. Et je vous passe le tatou ou le tam-tam, dont tout le monde se demandait très clairement ce à quoi ça pouvait servir. Et aujourd'hui, ces nouvelles grammaires ont pénétré notre quotidien, ont fait que ces usages qui nous paraissaient impensables, qui nous paraissaient complètement fous, qui nous paraissaient souvent inutiles, dont on cherchait la valeur, proprement parler, si on arrivait à la déceler beaucoup plus tôt, on pouvait en tant que business se transformer dessus et puis épouser ces nouvelles manières d'utiliser la technologie, parce que les utilisateurs iront toujours plus vite que nous, les entreprises, à s'approprier ces nouvelles technologies, à générer de nouvelles exigences et à les utiliser, alors que nous, on doit se transformer dessus, trouver des business models, générer de la valeur, etc. Et c'est ce qui fait que, il y a 30 ans, si on s'était posé toutes ces questions sur l'Internet, beaucoup d'entreprises se seraient peut-être transformées plus rapidement. Et c'est un peu l'objet du métavers. Après, avec Cédric, c'est vrai que je pense exploser, mais on a effectivement beaucoup de choses, parce qu'on est parfaitement d'accord là-dessus, sur le sujet que le métavers est très certainement une nouvelle définition de l'Internet de demain et des écosystèmes dans lesquels on va générer de la valeur, non pas en opposition, mais en complémentarité totale des canaux que nous utilisons aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Donc, c'est le nouvel Internet, tel qu'on pourrait l'imaginer, ou la nouvelle façon dont on va pouvoir interagir dessus. Donc, naturellement, des problèmes technologiques, des problématiques de transformation humaine, parce que la transformation reste avant tout un problème humain, ou plutôt un challenge humain, si on ne veut pas utiliser le mot problème. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est ça. Merci Mathieu. Alors, moi, je me tourne vers vous parce que cette session se veut interactive. Quelle est aujourd'hui votre maturité concernant le métaverse? 1 étant la maturité la plus basse et 5 la plus importante. Qui aujourd'hui a une maturité, qui connaît très très bien le métaverse? Annette, j'ai vu. Ok, merci. Qui a une maturité de 1, 2, 3? Ok, je pense qu'on est tous à ce stade-là. Honnêtement, moi j'ai appris à côté de notre panel, et honnêtement j'ai mis 3 mois ou 4 mois pour comprendre déjà le concept de blockchain. Après il y a les NFT, après il y a le cybermonnaie, après il y a métaverse. On peut être rapidement perdu. En fait, je vous ai parlé de l'engouement, tout le monde parle de métaverse, et je voulais juste vous parler, alors je ne vais pas citer tous les articles, mais comment le métaverse va affecter le comportement des consommateurs, la première Fashion Week dans le métaverse, comment le métaverse va révolutionner l'industrie de la beauté, tour de raison sur l'odeur dans le métaverse. Alors ça, tu m'expliqueras comment ça fonctionne, Mathieu, tout à l'heure, et Cédric. Et l'émergence d'un darkverse aussi dans le métaverse inquiète les experts. C'est-à-dire, est-ce que demain, on peut être attaqué par un virus? Est-ce qu'on peut être attaqué par une personne? Donc ça, c'est vraiment des questions que je me pose, en fait, que je me suis posé personnellement. Et d'un autre côté, il y a aussi en fait des signes d'espoir, je pense des choses positives, comme le métaverse, les chirurgiens vont s'entraîner des centaines de fois dans le métaverse avant de réaliser en fait des opérations. Donc il y a un bon côté des choses, mais il y a aussi un mauvais côté des choses. Et de l'autre côté, ce qu'on observe côté marque, c'est que notamment toute la partie retail, toute la partie luxe cosmétique, ils commencent vraiment à investir lourdement dans le métaverse. Notamment, on a parlé de Tommy Hilfiger, Ford, en fait, dans l'automobile, Puma. Les revenus NFT de Nike dépassent 185 millions de dollars. Amazon veut se lancer dans le métaverse. Absolut Vodka qui a créé un événement dans le métaverse. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'échauffent dans le Web 3. AXA France implote dans le métaverse. Donc, comment vous expliquez aujourd'hui, en fait, Cédric, t'expliques cet engouement des marques d'investir autant dans le métaverse? C'est une très bonne question. C'est vrai que le métaverse, comme le disait Mathieu, c'est une révolution qui est en cours, on va dire. Si on propose à des entreprises que dans un seul et même espace, elles vont pouvoir faire tout ce qui est Internet, des réseaux sociaux, du e-commerce, et avoir une relation interactive avec leurs consommateurs, leurs partenaires, leurs collaborateurs, c'est sûr que ça inspire et qu'on se dit qu'on a envie potentiellement d'en faire partie, quoi, on va dire. Même si dans le même temps, on voit qu'il y a aussi des entreprises comme tu le disais tout à l'heure, qui se disent mais à quoi ça va servir? C'est l'univers de gaming ou quoi que ce soit. Donc oui, on voit que c'est quand même beaucoup de potentiel qui se présente. C'est un nouveau terrain de jeu qui mérite effectivement à minima d'être allé explorer. Et c'est ce que font les marques, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce
d'annonces par les entreprises qui disent ok, nous aussi on va en faire partie, qui achètent des espaces ou qui investissent sur différentes activités ou expériences dans le métaverse. Et c'est souvent encore des effets d'annonce, mais qui préfigurent, on va dire, d'une volonté de ces entreprises de compter demain sur ces segments-là. Sabrina, d'un point de vue achat, travel management, qu'est-ce que ça t'inspire, là, le métaverse aujourd'hui, d'une manière assez... Eh bien, avant de préparer cette session, c'est vrai que j'étais complètement ignare dans la matière, en fait, et c'était pas du tout palpable, concret, parce qu'on est à très peu d'exemples probants, en fait. Mais c'est vrai que de plus en plus, je reçois des emails tu citais Tommy Hilfiger, on voit passer des publicités à la télé qui, justement, commencent à parler de plus en plus de métaverse. Donc, on sent qu'il y a un frétillement qui arrive, mais en effet, aujourd'hui, c'est encore, c'est des balbutiements et on n'arrive pas encore à matérialiser dans nos entreprises comment ça va se matérialiser, comment ça va se formaliser. Après, on peut avoir des attentes, puisqu'en effet, on sait que les technologies, en fait, vont bouleverser nos process d'entreprise. On sait, comme Cédric ou Mathieu l'a dit, que les utilisateurs, tout ce qui est leisure est beaucoup plus en avance que nos organisations corporate où on est tenu d'assurer la sécurité, la conformité, etc. Donc forcément, d'avoir des univers ouverts comme ça, voilà, il faudra que les entreprises se l'approprient, se définissent quand même des frontières et comment, et puis avoir aussi des équipements peut-être. Enfin, bon, on va en parler dans cette session, mais aujourd'hui, voilà, je pense que c'est, voilà, comme disait Mathieu aussi au tout début, on sait que ça va être la suite d'Internet et on pourra pas être Internet. Ça a révolutionné nos vies professionnelles et personnelles. Donc voilà, on pourra pas ne pas être dans le métaverse demain. Donc voilà. Louis-Xavier ? Pour revenir un peu sur ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est important de rappeler que le voyage et le voyage d'affaires est une des premières industries à être devenue digitale. Et il y a 20 ans, de même façon qu'on ne connaissait pas Internet, le mode principal de la relation avec une agence de voyage corporate, c'était le fax ou le téléx. Et l'ensemble de la billetterie était une billetterie papier. Donc on voit aujourd'hui le taux d'adoption des entreprises il y a 20 ans, c'était entre 0 et 5% pour les meilleurs, au niveau mondial. Donc on sait aujourd'hui qu'on est complètement digitalisé dans un process qui est très digitalisé, que le voyageur est de plus en plus au cœur, et on le voit bien post-Covid, chacun d'entre nous a des besoins qui ont évolué, et que ce voyageur corporate, lui aussi change et a besoin d'accéder à des choses nouvelles, à des expériences différentes, passionnantes, mais qui ont besoin d'un cadre corporate. Donc c'est là où le vrai enjeu, on parlait d'univers ouvert, et là je repasse la parole à nos experts, c'est ouvert jusqu'où ? Et à qui ? Et surtout, la question, Louis-Xavier, qui va être posée, c'est le taux d'adoption à venir sur ce genre de technologie. On va passer alors l'agenda d'une manière extrêmement rapide. On va essayer de définir qu'est-ce que le métaverse. On va essayer de voir l'application des métaverses dans l'événementiel et on va finir par l'application des métaverses dans le monde du travel et on va rentrer plus dans du concret. Alors, en termes de définition, clairement, j'ai essayé de regarder tout ce qui se passe, même dans Larousse, le Robert et tout, et j'ai trouvé des définitions, pas une définition. Il y a même en fait un expert extrêmement connu sur le métaverse qui a dit on ne peut pas le définir d'une manière finale parce que ça évolue tellement que cette définition d'aujourd'hui, elle peut être complètement obsolète demain. Alors je ne vais pas tous les lire, mais clairement aujourd'hui, Mathieu, comment tu définis toi de ton côté le métaverse aujourd'hui ? Alors, c'est la patate chaude. Le métavers, de manière générale, va, à mon sens, est à mon sens pour l'instant, et encore je dis bien pour l'instant parce qu'on n'évalue pas, on ne peut pas prédire l'avenir, c'est extrêmement compliqué dans un avenir technologiquement incertain. Il y a deux axes forts, c'est-à-dire les technologies immersives dans lesquelles on va retrouver naturellement réalité augmentée, mixée, virtuelle, etc.,
mais dans le métavers pur du virtuel à proprement parler, où là, les éléments de craquage technologiques, les verrous scientifiques qui ne sont pas encore vraiment aboutis, c'est notamment tout ce qui va être autour de la réalité, notamment de l'avatar, l'hyperréalisme des textures, le ressenti de la chaleur corporelle, enfin il y a plein de choses au travers de l'immersif et de la sensation qu'on va pouvoir retrouver, qu'on a retrouvé sur Vivatech récemment, sur le CES de cette année, sur le South by Southwest à Austin. On voit bien qu'il y a beaucoup de travaux de recherche sur cet univers immersif. Puis après, il y a le sujet quand même de la décentralisation, c'est-à-dire que si on dit que c'est que de l'immersif, on est dans les Sims, dans Theme Park, dans Second Life, tel qu'on l'a connu en 2012, 2010, etc. Ce qui fait la force du métavers, c'est ce croisement technologique avec la décentralisation, donc le Web 3 au sens large, les technologies qu'on va pouvoir retrouver autour du NFT et la capacité, mais je ne vais pas trop lancer le débat parce que ça nous a bien animé pendant la préparation, de la génération de ce qu'on appelle de l'individualisation de l'agent économique, c'est-à-dire faire en sorte que chacun d'entre nous, professionnels, personnel, par rapport à toutes les identités numériques que l'on peut avoir, et on pourra être quelqu'un d'autre dans le métavers tout comme on peut être soi-même, générer une valeur, devenir créateur de valeur, recevoir de l'argent en fonction d'un service, en fonction d'une valeur que l'on peut avoir, et donc naturellement c'est cette définition qui peut être intéressante. Voilà, donc pour moi c'est Web3, décentralisation et technologie de l'immersivité dans lesquelles on intègre toutes les sensations de ressenti, de visualisation, etc. Aujourd'hui, entre les différents métavers, et là Cédric est nettement plus connaisseur que moi sur toutes les plateformes, on n'a pas les mêmes choses en fonction des écosystèmes dans lesquels on intervient, parce qu'on parle d'écosystème au sens large. Alors, moi rapidement, c'est vrai qu'on dit juste pour on parle du métavers, mais en fait, il y a des métaverses en fait. Je pense que ça c'est important. Il y a beaucoup d'univers digitaux qui sont finalement potentiellement très complémentaires les uns des autres. Et juste pour compléter, mais c'était pas forcément prévu, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le débat, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est l'objectif pour vous de préparation, Cédric. Ce qui est intéressant, c'est pour toi, Katharina. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir échanger avec tes collègues. C'est un endroit où tu vas pouvoir porter la présidence de GBTA. C'est un endroit où tu vas pouvoir aller faire du e-commerce. C'est un endroit où tu vas pouvoir aller t'informer. C'est un endroit où tu vas pouvoir aller consulter ton psy ou ton médecin. C'est un endroit où tu vas pouvoir préparer ton voyage de demain. C'est un endroit où tu vas pouvoir vivre des expériences avec des amis, des collaborateurs, des partenaires. Voilà, en fait, pour moi, si on veut se donner une définition concrète, c'est un espace digital où on va pouvoir faire tout ça et où finalement certains vont se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux aller en bas du café et boire un café ensemble, ou est-ce qu'on va tous se retrouver pour une expérience cool ensemble à vivre, voilà. Donc ça va être ça peut-être potentiellement le métaverse demain. Sans opposer l'un et l'autre, parce qu'effectivement ça aussi c'est un sujet de complémentarité des expériences et de faire en sorte que on n'oppose pas, comme on a pu le faire, le online et le offline il y a encore 30 ans, qu'on n'oppose pas le web, les expériences sociales, au travers des réseaux sociaux divers, et la réalité des relations que l'on a au quotidien. Le métavers, c'est la convergence de ces systèmes dans lesquels on va pouvoir avoir une expérience globale. Il faut penser systémique. Et donc là, on a vraiment cette vision à avoir pour ne pas tomber dans les travers de ce que l'on a connu il y a 30 ans, d'opposition systématique, des canaux ou des espaces d'interaction sociale, qu'ils soient numériques ou physiques. Alors, moi, honnêtement, mon expérience personnelle, Mathieu, parce que déjà, lorsqu'on a commencé à étudier ensemble le sujet, on s'est rendu compte que c'était un livre de science-fiction qui a mentionné le mot métaverse il y a déjà quelques années, et maintenant, ça devient quelque part une réalité. Moi, personnellement, ça m'a fait penser tout de suite au film Matrix, en disant, est-ce que demain, on a le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge? Et si on choisit la pilule rouge, on risque de ne plus sortir de cet environnement un peu virtuel. Et la question que je me pose aujourd'hui, et notamment à Cédric, c'est que on en est où aujourd'hui par rapport à cette révolution métaverse? Où est-ce qu'on en est? Ça a déjà commencé, en fait, j'ai envie de dire. Il y a déjà plusieurs métaverses qui existent. Il y en a des nouveaux qui sortent presque toutes les semaines. Donc, on en est que ça a déjà commencé et qu'il y a des personnes qui
qui vont dans le métaverse tous les jours. Il y a des entreprises déjà qui ont des bureaux dans le métaverse. Il y a des gens qui vont jouer dans le métaverse. Il y a vos enfants peut-être ou qui jouent à Fortnite et qui est une sorte aussi de métaverse et qui ils retrouvent leurs amis, même peut-être qui ont. Je discutais avec un ami le fils d'une amie et qui il a toute une panoplie d'amis virtuels qu'il n'a jamais vu en vrai et pour lesquels ils se réunissent tous les jours avec un pseudo, etc. Donc le métavers, c'est déjà quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui est en pleine révolution et les usages se créent au jour le jour. Alors Mark Zuckerberg, il est convaincu qu'on n'a plus besoin d'être physiquement proche pour collaborer, brainstormer ensemble. Donc c'est assez intéressant d'avoir son point de vue. Et surtout, je voulais, moi, Mathieu, que tu nous présentes rapidement tout cet écosystème, en fait, métaverse. De quoi il s'agit aujourd'hui? D'une manière simple, concrète, s'il te plaît. Alors, on dit souvent que je fais danse, donc... globalement, l'écosystème, c'est, pour reprendre ce que je disais il y a un instant, c'est vraiment une dimension à la fois de technologie immersive et ensuite de tout ce qui va être relatif à la capacité de tracer des éléments type actif, revente, achat, etc. Je prends l'exemple d'un artiste aujourd'hui, qui va dupliquer ses œuvres d'un point de vue numérique, s'il peint par exemple, va pouvoir exposer dans le métavers, générer de la valeur, et au lieu de vendre un actif matériel à proprement parler, qui est sa toile, qui va pouvoir ensuite être exposée à un endroit physique, cette capacité de se dire, je vais peut-être vendre juste 1 cm par centimètre pour pouvoir la diluer, je vais pouvoir l'exposer et la louer au centime ou au fait que les gens puissent la voir dans des espaces en fonction d'un certain temps, etc. On peut imaginer des modèles économiques extrêmement larges. Et ça, ce sera possible uniquement que via la blockchain au sens large, avec les NFT, tout le sous-jacent techno qui est propre à la traçabilité des éléments. On va retrouver des métavers qui vont tourner vraiment sur des dimensions plutôt d'usage, type professionnel, etc. Puis ensuite, on va avoir plutôt le gaming. Et puis après, on va avoir les métavers plutôt orientés sur l'événementiel. Là, je suis pas forcément le meilleur expert pour parler de ça parce qu'il est à côté de moi. Et donc, par contre, il y a une dimension qui est forte, c'est ce croisement des interfaces sociales qu'on a connues pendant longtemps, Facebook notamment, LinkedIn, qui se Facebookise de plus en plus. Enfin, on voit bien qu'il y a une convergence des usages. Effectivement, dans le métavers, c'est toutes les expériences qu'on va pouvoir vivre au sens stricto sensu de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours dans le monde physique, mais qu'on va vivre du point de vue numérique. En ayant aussi cette capacité de ne pas forcément être soi. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec ces identités numériques. On peut être effectivement un artiste chevronné dans le métavers, compositeur de techno, de house, de tout ce que l'on veut, ou un guitariste émérite, et puis redevenir 2 secondes après avoir quitté le métaverse, un Parisien ou un Marseillais lambda, financier, etc., avec ses expertises de tous les jours, en étant quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Et en tout cas, c'est la force des métavers, c'est aussi de pouvoir jouer avec ces identités numériques sans se trahir, sans se mentir, de même qu'on a plusieurs vies au sport, chez soi, en tant que parent d'élève, en tant qu'ami, VS, en tant que professionnel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est fort, qui induit que le métavers est quelque chose de pas compliqué, mais qui est complexe, et dans lequel il faut autant traiter la dimension technologique que la dimension humaine, à proprement parler, pour ne plus avoir cette transformation qu'on a connue compliquée d'adoption des usages, de personnes réfractaires à la technologie parce qu'elles souvent s'en avaient peur, etc. Et en tout cas, il y a un point qui est important dans le métavers selon moi, c'est la représentation de chacun au travers de ces avatars, qui est un sujet qui est clairement pas craqué. Beaucoup de projets ont été montrés depuis 2 ans, notamment au CES avec le projet Néon de Samsung qui travaille sur l'hyper-réalisme des avatars. Si à terme on arrive à ce niveau de réalisme, ce sera quelque chose d'extrêmement séduisant où, comme le disait un certain chercheur japonais dans les années 70, on tombera dans la vallée de l'étrange et cette génération de sentiments anxiogènes de plus pouvoir mesurer la réalité de ce qui ne l'est plus. Voilà. Et la question qui se pose, Mathieu, comment être sûr que c'est toi avec qui je suis en train d'échanger dans le métavers? Là, c'est tout le sujet des agents, entre guillemets, étatiques ou non, mais qui vont nous permettre de nous certifier que la personne que l'on a en face de nous virtuellement est bien la personne qui est derrière son ordinateur ou derrière son casque ou derrière son téléphone. Donc de toute façon, on va passer au crible à un moment ou à un autre d'une clé
d'authentification qui ne pourra faire l'économie d'une vérification véritable, comme on l'a sur les sites de jeux, comme on l'a sur les sites FDJ, etc. Il faudra tracer l'identité réelle des personnes. Et c'est pas pour autant qu'on pourra être véritablement quelqu'un d'autre, mais authentifié qu'on est nous-mêmes pour pouvoir remonter à l'identité humaine réelle qui est derrière. Merci en tout Mathieu. cas, je pense qu'il y a ça. On va avancer parce que il y a plusieurs chiffres en fait qui sont intéressants, alors d'une manière positive ou négative. Le premier, c'est que il y a des études qui démontrent que 30% des entreprises dans le monde auront pénétré le métaverse d'ici 2026. 4 heures minimum par jour seront passées dans le métaverse dans les 5 prochaines années. D'ici 2030, il est tout à fait plausible que plus de 50% des événements pourraient se dérouler dans le métaverse. $1 milliard, les transactions immobilières dans le métaverse en 2022. 87% des utilisateurs pensent que le métaverse va compromettre leur vie privée et 48% des millennials pensent que le métavers fera partie de leur quotidien dans les 10 prochaines années. Ah, pardon. Excusez-moi. Merci, Louis-Xavier. On va passer rapidement. Alors, métaverse. Excusez-moi. Merci. Je vous prie de m'excuser. Ça va être partagé si vous le souhaitez. Hein. Je suis un peu perturbé. Je vous prie de m'excuser. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous parle? Le chiffre qui vous parle le plus là de ces 6 chiffres qui ont été présentés? 4 heures. Ouais, bah voilà. 4 heures. Ouais. Et vous passez combien de temps sur Teams par jour, en fait, déjà aujourd'hui? Donc voilà. En fait, le temps que vous passez sur Teams, vous le passerez dans le métaverse demain, parce que finalement, le métaverse, ça va évoluer vers une solution en entreprise. Hein, là, je parle déjà beaucoup plus immersive, c'est tout. Alors, l'impact carbone, évidemment, c'est encore un autre sujet, hein, mais on va en parler, Katharina, parce que c'est un point extrêmement important. Oui. On en parle après ou... Tout à fait, on va en parler après. Alors, juste rapidement, deux études qui démontrent les attentes des consommateurs versus aussi les attentes des marques aujourd'hui. D'un point de vue consommateur, alors on a parlé de gaming, on a parlé de réseaux sociaux, mais on a parlé aussi de beaucoup de tourisme aujourd'hui. Vous pouvez visiter un musée sans forcément se déplacer, vous pouvez en fait visiter une destination sans forcément se déplacer. Donc ça va vraiment démocratiser en fait le tourisme d'une manière générale. Il y a parfois des personnes qui n'ont pas la possibilité, soit financièrement, soit en manque de temps. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe. Et d'un point de vue entreprise, il y a vraiment la partie marketing communication qui va se développer dans le métaverse. Il y a toute la partie learning et développement qui compte aussi se développer, et même le recrutement du collaborateur qui va se faire dans le métaverse. Et notamment, on parle beaucoup de la partie réunion et événement qui va se faire aujourd'hui dans le métaverse. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va parler de Metaverse et Mice. On a demandé en fait un expert qui est basé à Toronto et qui va donner son point de vue aujourd'hui. Il s'appelle Ryan Phillips et il veut partager avec vous en exclusivité son point de vue sur comment le Metaverse va transformer le Mice. Since the adoption of the internet, we have become much more visual people. And dare I say the pandemic has made us live in worlds like Teams and Zoom. That's really accelerated the metaverse, especially from the meetings and event space. Because what we were seeing in that space is we could be ultra collaborative through different mediums, and we could actually go between different group chats and sessions, but we never really felt like we were that connected. And this is where the metaverse is really starting to come in and take its own. So yes, there are things like AR and VR, and there's a lot of different tools. The main thing is if you put a headset on right now, and you guys are next to each other, one being in, say, where you guys are now, and then where I am in Toronto, we could actually feel in the same room. And why that's important is we could start drawing on the same table, but we could also start being in a room that makes us mentally feel like we need to do something. So if we're trying to transport ourselves into think about something about space, well, let's be in space. If we're trying to go, hey, we need to solve some real core problems, well, let's have the environment around us feel like the problems we need to solve. Unlike just being in a blank room where we could stick tabs up, we could make the metaverse whatever we want it to be. And that is the key. So where we're trying to drive meaningful change, this is where businesses such as Disney, for example, are really building spaces so people can actually go, we can explore the brand and we can explore the possibilities. So from a meetings and events point of view, it's about really making people closer.
But one of the big trends, one of the big tips that is happening right now is we could all be in the same room, but because we're logged in with our own unique ID, the content that's being served to us is a little bit more personal. Just like you see with Amazon now where you get personalized ads, you're going to get personalized content as well. So yes, we could be interacting, but we could also be seeing things in our corners, little tabs that are popping up, which are personal exactly to what we want, what we feel. So this is where it's key, where as a person who's delivering content, I could make every user in the room feel amazing every time and just go, what I'm getting from this meeting is exactly what I need. And this has been the best meeting that I've been to. So these are things that you really need to work out. Content has always been king. And it's going to get even better when we start exploring the metaverse further. Alors, moi, ce que je garde de cette intervention, il y a 3 mots, c'est connectivité, collaboration et personnalisation. Et c'est ça qui est un peu bluffant, c'est qu'on peut se retrouver tous en fait dans le même environnement, mais il y a des choses qu'on va voir tous la même chose en fait. Il y a certaines parties qu'on va voir certains de son côté par rapport à sa personnalisation, comme Netflix ou comme Amazon. Sabrina, tu as un point de vue sur ce que Ryan vient de dire? En fait, c'est vrai déjà, il est très inspirant parce qu'en fait, il nous fait prendre conscience en fait de ce que va nous apporter le métaverse et justement d'être, comme tu disais, cette connectivité, ce contenu personnalisé. Et donc, on va ressortir d'un meeting ou d'une réunion beaucoup plus enrichi et beaucoup plus content en fait et de la valeur qu'on va pouvoir recevoir en fait, qui sera peut-être moins grande que si on assistait à un même meeting dans une même salle de réunion ou dans une même destination. Donc voilà. Donc je trouve que c'est voilà le contenu personnalisé. Aujourd'hui, c'est ce que voilà en tant qu'un voyageur, maintenant on a besoin, on recherche de plus en plus à avoir des choses personnalisées par rapport à nous et à nos desiderata. Xavier, qu'est-ce que tu en penses là? Si demain tu as le choix entre assister à une réunion présentielle comme ça ou se projeter dans un monde que tu peux personnaliser comme tu le souhaites? On le voit déjà aujourd'hui sur les meetings hybrides qu'on réalise. C'est-à-dire que la personnalisation, elle va au point où aujourd'hui, certaines conférences étaient obligatoires. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Il y avait une réunion à tel endroit et tout le monde devait assister à cette réunion. Aujourd'hui, l'hybride, et sans avoir les avancements qu'offrira le métaverse, permet déjà à des gens de prendre en compte leurs propres contraintes personnelles pour les adapter à leur environnement professionnel. Donc en fait, certains iront à l'autre bout du monde assister à un événement, et les autres assisteront au même événement, et comme le disait Sabrina, en profitant pleinement de l'événement, de leur salon, de leur bureau. Et pour autant, les échanges seront là, et c'est l'équilibre qu'on voit aujourd'hui entre l'hybride et le présentiel, où on a notamment aux États-Unis réalisé des événements de plusieurs milliers de personnes avec quasi 50% en présentiel, 50% en hybride. Donc il y a vraiment une tendance et la technologie va donner une expérience qui sera encore plus forte. Et néanmoins, le rôle d'une agence, et je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, il y a un besoin de se connecter, comme tu le disais, et les gens ont besoin de se voir. Donc il y a un moment, je pense que c'est une opportunité formidable pour se préparer, travailler en communauté, travailler sur des projets, mais on le voit aujourd'hui, les gens ont besoin, pour finaliser, on a passé beaucoup de temps à préparer ensemble la réunion, on était quand même très contents de se rencontrer ce matin. Et ça, je pense que le facteur humain fera qu'à un moment ou un autre, on sera content de se retrouver, et en même temps, chacun pourra aussi amener ce besoin de respect de l'environnement et dans sa propre décision qui sera, on voyagera plus, mais quelle sera l'empreinte carbone des serveurs derrière si on est tous passés sur du métaverse hyper avancé. Cédric, qu'est-ce que tu en penses? C'est très dur pour moi de donner mon avis en 30 secondes sur ce sujet. Je pense que déjà il y a quelque chose qu'il a dit, c'est content is king. Hein. Je pense que si l'événement est intéressant, où il y a du contenu qui me parle en tant que participant, je vais être actif. Mais en fait, la vraie question pour moi, c'est l'engagement. En fait, si on fait des événements, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un engagement de la part du public, enfin de son public, on va dire. Et je pense qu'on va parvenir, enfin le Covid est passé par là, on a tous découvert ou vraiment
vraiment découvert de manière forte les événements digitaux pendant la période Covid. On sait quand même globalement que même si on est ravis, et moi le premier, de voir que les événements présentiels sont de nouveau peut-être la norme, ou en tout cas de retour, on sait que les événements digitaux sont aussi là pour durer. Pour plein de raisons, pour des raisons d'efficacité, d'efficience, de RSE, de budget, de tout ce qu'on veut, et que on en a un peu soupé quand même des événements digitaux. Hein. Quand on n'avait pas le choix, c'était bien. Il y a des super plateformes, les Voilà, SpotMe, etc., qui sont des super plateformes qui permettent de faire des opérations digitales de très bonne qualité, mais qui sont quand même ultra répétitives. Donc, il y a un moment, l'engagement décroît, et donc le métaverse, à mon sens, est déjà, parce que c'est ce qu'on constate dans les premiers, en tout cas, événements que nous avons pu organiser, nous, de notre côté, sur le sujet, mais ça va être une possibilité de réengager, on va dire, les publics, et c'est une solution assez intéressante, notamment en matière d'événements hybrides, comme tu disais, où alors ok, si c'est un choix de se dire je préfère rester dans mon salon pour participer à un événement, la plupart du temps c'est quand même subi, quoi. Il y a les happy few quand même qui sont invités, et puis les autres qui on propose de participer quand même à l'événement. Donc en général les gens préfèrent quand même être en présentiel. Et quand on est à distance, et aujourd'hui l'expérience elle est pas du tout pareille que ceux qui sont en présentiel. Et quand on fait de l'événement hybride avec du métaverse, je trouve que les participants en tout cas se disent pour une fois j'ai quelque chose d'un peu nouveau, un petit peu différent, et quelque chose d'immersif. Donc ça c'est vraiment un point qui rajoute énormément en faveur, on va dire, de l'émergence de ces nouvelles solutions. Mais je me tais, c'est bon? Ouais. Très bien. Bill Gates, lauréate Cédric. Bill Gates, en fait, il a précisé que dans les 2-3 prochaines années, la majorité des événements internes se feront en fait dans le métaverse. Alors je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêts, vous, demain, en tant qu'organisateur d'événements, de se lancer soit en fait d'organiser un événement, soit de participer à un événement dans le métaverse si vous avez la possibilité? Qui dit oui? La majorité, ok, très bien. Alors, en fait, on va partager avec vous quelques statistiques. La première statistique, c'est que lorsqu'ils ont demandé, une étude a demandé en fait à des experts dans l'événementiel, est-ce que demain, vous voyez un avenir en fait dans l'événementiel, dans le métaverse? À 83%, ils ont répondu oui. Lorsqu'on leur a posé, est-ce que le métaverse, en fait, peut aider l'événementiel à être plus durable? Ça répond peut-être à ta question, Katharina. En fait, 42%, ils ont dit non. Parce qu'en fait, normalement, le digital, il est en tout cas plus intéressant d'un point de vue impact carbone que les événements virtuels. Mais en fait, on va avoir besoin de serveurs de plus amples, qui sont beaucoup plus importants. Donc c'est une notion qu'il faut vraiment garder en tête. Et la troisième question, c'est que est-ce que vous avez prévu un budget pour en fait aujourd'hui intégrer le métaverse dans votre stratégie événementielle? Et là, plus de 63%, ils ont dit non. Donc, et après, comme on l'a mentionné en fait, Cédric, tout à l'heure, on s'est rendu compte en fait avec cette crise que la partie virtuelle n'était pas vraiment une belle réussite en termes d'engagement, en termes de captation et comment garder en fait l'attention du participant. Est-ce que le métaverse peut être une réponse à cela en fait, Cédric? Oui, c'est parce qu'on peut se mettre derrière son Teams, fermer sa caméra et puis jouer à Candy Crush, hein, donc ça, on l'a tous fait. Dans le métaverse, dans la plupart des métavers, si vous n'êtes pas actif pendant 30 secondes, ils vous kick out. Donc si Charlotte disparaît, je me dis elle a peut-être eu un problème d'internet, ou alors c'est qu'elle est peut-être pas tellement active. Mais bon, entre 30 secondes et 1 minute, ça dépend, on va dire, de certains métaverses. Donc ça suppose de bouger, d'interagir ou des choses comme ça. Voilà. Donc je pense que ça va forcément avoir un impact là-dessus. Et puis, comme le disait Sabrina, ça fait longtemps en matière, pour ceux qui organisent des événements, c'est un one content for all, c'est quand même de plus en plus compliqué, et c'est l'individualisation, on va dire, du parcours dans le cadre d'un événement devient de plus en plus, en tout cas, demandé. Et le métaverse, du coup, vu qu'on est dans des espaces, on peut tout à fait, même si à un moment il y a un moment de top-down, on va dire, mais on peut tout à fait imaginer d'être actif et de se déplacer
d'aller dans des sous-espaces, de se réunir en plus petits comités, de choses comme ça, voire de lier des métaverses entre eux pour pouvoir avoir des expériences complémentaires entre métaverses. Voilà. Alors concrètement, Cédric, comment on organise un événement dans le métaverse aujourd'hui? Déjà, quels sont les prérequis? Parce que je me souviens, nous, lorsqu'on a converti les événements présentiels en virtuel en 2020, il fallait en fait réfléchir au contenu, réduire les durées, travailler sur les interactivités, sur les animations, sur les pauses, sur comment en fait les participants vont échanger entre eux, comment les speakers aussi vont transmettre leurs messages clés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prérequis déjà techniques pour pouvoir réussir un événement dans le métaverse? Okay. Non, mais ouais, en 2 minutes. Du coup, la première question, on va dire, c'est que moi, je viens de votre métier. Hein. Moi, j'ai été directeur commercial d'une grande agence événementielle voilà, pendant des années. Donc, je suis pas quelqu'un de tech à la base, mais je suis cofondateur d'une startup tech avec une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui, au bout d'un an. Voilà. La première chose qui est importante, c'est que moi, je suis revenu à la définition en fait du métaverse, donc un monde digital, décentralisé, régi par une crypto-monnaie, qui est permanent, c'est-à-dire qui vit jour et nuit, qui est décentralisé, donc c'est-à-dire où il n'y a pas un éditeur genre Facebook qui décide de tout, mais des entreprises qui peuvent prendre la main et organiser des expériences. Donc spontanément, moi j'ai pensé à un Decentraland par exemple, qui est une véritable destination. Puisqu'on peut aller dans des Decentraland, organiser son événement et puis aller faire du shopping, aller visiter un musée, aller au casino, aller voir son psy, voilà, déjà aujourd'hui, ça c'est possible. On s'aperçoit aussi que métaverse, c'est un mot magique et que n'importe quelle plateforme digitale aujourd'hui s'appelle métaverse. Donc, si on est ayatollah, c'est donc l'organisation d'événements donc dans des métaverses décentralisés type Decentraland. Et alors là, si vous me demandez comment ça s'organise, j'ai envie de vous dire, ça s'organise comme un événement présentiel. Vous avez besoin d'avoir des outils qui vont permettre d'acheminer des participants dans le métaverse. C'est des outils qu'on développe, par exemple, chez nous. Mais une fois que vous êtes dans le métaverse, c'est comme si vous arrivez à la place de l'Étoile à Paris. Okay, où est-ce que va se trouver notre événement? Il va falloir trouver un lieu. Donc, soit vous achetez un terrain et vous construisez votre bâtiment. Très bien, il va falloir casser le Norin parce que ça va coûter assez cher, ou alors vous allez pouvoir louer des espaces. Donc une fois que vous avez loué des espaces, vous allez pouvoir les personnaliser. Et une fois que c'est personnalisé, vous allez inviter des participants et il va falloir les acheminer non seulement dans le métaverse, mais potentiellement, quand vous invitez des gens sur un événement, vous les droppez pas à la place de l'Étoile en disant rendez-vous au pavillon Le Doyen, quoi. Vous les emmenez directement sur le lieu de l'événement. Et puis ensuite, dans votre événement, aujourd'hui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. On peut faire une plénière, on peut faire des ateliers, on peut faire une chasse au trésor ou des choses comme ça. Il faut savoir que la plupart des métaverses n'ont pas été designés aujourd'hui pour l'événementiel. Donc, c'est-à-dire que c'est une utilisation qui est dévoyée pour pouvoir l'utiliser en matière événementielle, en fait. Donc, il y a d'autres plateformes événementielles qui sont moins contraignantes qu'un Decentraland et qui sont aussi plus photoréalistiques parce qu'il y a des métaverses qui sont, si vous allez dans The Sandbox par exemple, bon courage pour y aller déjà parce que à moins d'être geek, c'est techniquement pas simple. Et puis vous allez avoir des bonhommes qui sont comme Minecraft, quoi. Hein, donc c'est pas hyper sexy, en tout cas pour le monde de l'entreprise. Donc il y a des choix de métaverses qui sont à opérer, on va dire. Nous on aime beaucoup Spatial par exemple. On pense que c'est un métaverse qui est très adapté pour les premiers steps, on va dire, dans le monde virtuel pour l'organisation d'événements. Et donc après, ça s'organise comme un peu comme n'importe quel événement. Il faut un peu de temps, on va dire. Hein. Il faut prévoir le temps qu'il faut pour organiser un événement. Donc ça peut être sur des choses très simple, ça peut être assez rapide, une dizaine de jours par exemple, le temps que vous travaillez votre contenu, et puis sur des choses plus complexes, par exemple travailler sur des événements où il y a 3-5 000 personnes, ça va prendre 3 mois. Comme n'importe quel événement, parce qu'il va falloir travailler du contenu, etc. D'ailleurs, la plupart de la valeur sur l'événement en digital, que ce soit dans le métaverse ou que ce soit sur des plateformes, les SpotMe, etc., la partie technique va représenter entre 10 et 30% potentiellement du budget, et ça va être surtout le contenu et l'accompagnement qui va coûter aussi dans le budget global.
Est-ce qu'il y a des limites en termes de nombre de participants aujourd'hui? Alors, suivant les métaverses, oui. Des métaverses sont très restreints en nombre de participants. La plupart du temps, par exemple, je sais pas si certains d'entre vous sont allés à la Fashion Week dans Decentraland, la première était au mois de mars, la première de l'histoire. Et moi, je me souviens d'être allé voir le défilé de Gucci et je me suis dit, mais il n'y a pas un chat, quoi, en fait. Sauf que, en fait, il y a eu 300 000 personnes, je crois, qui ont été présentes. Sauf que, techniquement, vous ne pouvez pas voir plus de 100 personnes autour de vous. Même s'il y en a 1000, techniquement, vous ne pouvez pas en voir, enfin, les ressources graphiques de votre ordinateur ne vous permettent pas d'en voir plus de 100. Donc ça va poser aussi la question, si j'organise moi un événement avec 500 personnes, est-ce que j'ai besoin que les 500 personnes se voient et interagissent entre eux? Il va y avoir beaucoup de questions. Il y a des métaverses qui permettent, on va dire, d'avoir plusieurs milliers de personnes ensemble. Ils sont très très peu aujourd'hui, et ça, pour le coup, ça nécessite des investissements plus importants et on va dire d'un besoin. Comme pour tout événement, en fait, il n'y a pas une réponse claire et simple, naturelle. C'est en fonction du besoin de ce que vous avez, enfin, ce que l'entreprise a envie de faire. On va créer un parcours qui va être dans un métaverse ou qui va être potentiellement dans plusieurs métaverses et de créer les outils qui vont permettre de faire en sorte qu'on puisse passer de l'un à l'autre de manière sécurisée, de manière fluide et de manière simple. Parce que pour beaucoup de personnes, arriver dans le métaverse, on s'est rendu compte, parce que nous aussi on a fait des erreurs, je donne un petit exemple, c'est faire rentrer 100 personnes dans une salle comme celle-ci avec une porte comme celle-là, ça peut prendre 10 minutes en fait potentiellement. Et dans le métaverse c'est pareil, si vous avez 100 avatars qui veulent passer la porte en même temps, et surtout si on dit pour des raisons de sécurité on va mettre un badge ou un code, et ben les gens ils sont en train de faire la queue et en fait vous avez une multitude d'avatars devant vous, vous tapez le code et sauf que vous tapez le code sur le dos d'un avatar qui est devant vous, donc du coup vous dites mais ça marche pas, je comprends pas. Est-ce que tu peux taper l'avatar qui est devant toi pour pouvoir passer? Alors dans The Sandbox par exemple, ouais, on peut prendre on peut s'équiper d'un marteau ou d'une épée et puis combattre. Alors question Cédric, parce que je pense que tout le monde se pose cette question. Imaginons que cette réunion soit réalisée dans le métaverse. Comment, en fait, les participants peuvent poser la question, comment on peut développer cette interactivité? Est-ce que c'est possible dans le métaverse ou est-ce qu'on est obligé d'utiliser des solutions, comme tu as dit, SpotMe ou... Non, on pourrait le faire. On pourrait faire cette réunion typiquement dans le métaverse. On s'est même posé un moment la question de savoir est-ce qu'on joue. Par exemple, j'ai mon collègue aussi qui devait un moment participer avec moi, qui est sur un autre événement, mais potentiellement de le faire intervenir depuis le métaverse, ça aurait été possible. On aurait pu aussi vous faire depuis votre téléphone, parce qu'il y a des métaverses, parce qu'on parle toujours de casques de réalité virtuelle, mais il y a des métaverses qui sont accessibles, la plupart d'ailleurs sont accessibles sur desktop, PC ou Mac, quelques-uns sont accessibles sur téléphone, et quelques-uns sont aussi accessibles avec un casque de VR. Donc, casque de VR, ne réfléchissez pas à des événements qui durent plus de 30 minutes, parce que c'est la misère. En revanche, sur des 2D, on va dire, vous pouvez imaginer des expériences qui sont beaucoup plus longues, on va dire. Mais de toute façon, pour un premier événement ou pour des événements, il vaut mieux être succinct et straight to the point, on va dire. Et une première expérience d'un événement qui dure 1 heure dans le métaverse, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est ce que vous voulez vous poser comme question. Est-ce que demain, si GBTA organise un événement dans le métaverse, vous serez prêt à y participer? Oui. Tout le monde? Oui. Ok, Valérie, tu notes, s'il te plaît. Alors rapidement, on va passer aux avantages. Donc c'est juste un rappel, parce qu'on l'a déjà précisé. Donc expérience digitale du participant plus ludique, immersive, personnalisée, et une expérience plus engageante que les événements virtuels classiques. Le networking dans le monde digital, développer la communauté. Un nouveau format hybride présentiel et métavers, et puis l'empreinte carbone, même s'il faut prendre en considération la pollution digitale. Donc ça va être certainement en tout cas beaucoup plus important que les réunions Teams ou Zoom que nous avons réalisées, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste à évaluer. D'un point de vue métavers, on a parlé, Cédric, Mathieu aussi, il y a énormément de métavers, il n'y a pas un seul. Tu vois comment, Mathieu, toi tu choisis par exemple le métavers où tu as envie, si demain tu as envie d'organiser une réunion? Alors, avec une pointe de cynisme, je te dirais en fonction des contraintes IT.
parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, le besoin en RAM, le besoin en ressources purement hardware, hein, ne serait-ce que sur les cartes graphiques, peut des fois avoir un impact, parce que on a la chance d'être relativement bien équipé dans notre organisation, mais il y a des organisations où en fait, en fonction du périmètre, on a des postes qui correspondent à de la bureautique. Bon, de la bureautique, c'est un peu compliqué si on doit onboarder ne serait-ce que 500 participants et qu'il faut leur changer leur laptop. Bon, ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est un irritant fort. C'est pour ça que nous développons justement, enfin, c'est un des prérequis qu'on fait dans notre startup, c'est comment faire en sorte qu'une entreprise qui est équipée d'ordinateurs de bureau puisse avoir une expérience dans le métaverse, sans que l'entreprise soit obligée de changer tout son parc informatique. Donc, il y a des solutions techniques, en tout cas, pour pouvoir faire ça. Donc, tout l'intérêt, et tu soulignes le sujet sous-jacent qui est un peu l'interopérabilité de l'IT, l'interopérabilité des métavers entre eux, qui font qu'en fonction de l'événement qu'on va vouloir adresser, de l'objectif qu'on va se fixer aussi, hein, parce qu'en fonction de contenu qu'on va descendre, de la nécessité d'interagir entre les participants, on va plutôt privilégier certains métavers que d'autres. Donc en fait, je dirais qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler. La liste, elle est énorme. Aujourd'hui, une grosse partie qui est gérée par Horizon, parce que il y a quelqu'un qui a appuyé sur la touche méta il y a quelques semaines, enfin quelques mois, et qui d'un seul coup a généré un emballement médiatique, bien que le métavers était présent bien en amont. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il capte une grosse partie du marché. Mais effectivement, en fonction des usages, je ne pense pas qu'un événement d'entreprise ait besoin naturellement d'avoir une valorisation des NFT à l'intérieur. Donc il faut aller straight to the point, comme le disait Cédric, se fixer un objectif qui soit clair, avec l'onboarding collaborateur le plus simple possible d'un point de vue technique, mais d'un point de vue usage. On n'est pas tous au même niveau de maturité, on n'est pas tous au même niveau d'appétence technologique. C'est toujours plus facile de faire rentrer 100 personnes dans une boîte, dans un espace d'événement, que d'aller faire rentrer des fois 100 personnes dans un métavers. Parce que quelque part, c'est toujours plus simple de prendre l'avion, parce qu'on sait à peu près où on va, que des fois de se connecter à un simple réseau social, ou de se connecter à un métavers dans lequel il faut avoir une double authentification, une clé qui est connectée à son wallet. Enfin, toutes ces choses qui font que d'un seul coup, il y a des contraintes qu'on n'imagine pas. C'est pas seulement je me log à mon Teams et grâce à Mesh, je vais pouvoir me connecter dans le métavers de Teams, qui est ou pas en développement, j'arrive plus à savoir où ils en sont très concrètement, mais en tout cas, là où il y a effectivement le SSO, tout est simple, j'ai mon login, mon mot de passe d'entreprise. Et là, d'un seul coup, on rajoute une compétence. Donc, tout l'importance, et c'est un peu comme ça qu'on le travaille, en tout cas chez nous, chez Capgemini Engineering, c'est vraiment la dimension humaine, parce qu'on considère qu'il y a effectivement un levier de transformation technologique, des irritants à traiter, et ça on les traite as usual, mais notre recherche, en tout cas, s'inscrit beaucoup plus dans la dimension humaine du métavers, parce que là, il y a un vrai sujet d'onboarding collaborateur au niveau de ces nouvelles interfaces, ces nouvelles grammaires à créer, de cette nouvelle lecture, de ces nouvelles interactions que l'on va avoir, qui, bien qu'elles puissent être les mêmes, en tout cas peuvent être ressenties de manière différente. Et il y a une phrase que j'aime, c'est la valeur humaine ajoutée, la VHA, est finalement proportionnelle à l'engagement émotionnel qu'on va générer à l'instant T. Et on s'aperçoit que finalement, l'instant T, il peut être physique, il peut être virtuel, mais s'il y a un événement réel avec un véritable engagement à générer, on va générer cette valeur humaine que l'on cherche à avoir. Mais il faut que le contenu soit là, tu le disais, il faut que ce soit facile, il ne faut pas qu'il y ait d'irritants. Si tous les écueils ne sont pas craqués, on ne peut pas avoir un événement, on en parlait en préparant, avec 50% des utilisateurs qui ne sont pas présents ou qui n'ont pas réussi à s'embarquer. Alors que passer une porte, globalement, c'est la compétence de chacun. Ce que tu as précisé, et c'est un chiffre que j'ai gardé en tête, c'est qu'on a tous eu cette tendance-là lorsqu'on a eu cette révolution Teams après le Covid. On cherche le login et le mot de passe 2 minutes avant la connexion. Généralement, on ne les trouve pas et du coup, on n'arrive pas à se connecter et 5 minutes, on se déconnecte. Là, le chiffre que tu as donné, Cédric, c'est 20-25% de personnes qui n'arrivent pas à accéder à un événement dans le métaverse. Non, ce que je disais, c'est pas acceptable. D'imaginer que sur un événement physique, par exemple, que vous ayez 20% des participants qui puissent pas accéder. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Et je parle pas que des PMR, je parle des gens tout simplement qui pourraient pas accéder. Donc, ça, c'est quelque chose, nous, que je te disais, c'est qu'effectivement qu'on prend en considération parce que ce ne serait pas acceptable. Donc, il y a plein d'outils par rapport à ça. Mais en fait, la vraie question, c'est, pourquoi organiser déjà un événement dans le métaverse, au moins une première fois, même s'il n'y a pas de contenu spécifique, c'est-à-dire, on n'a pas un contenu spécifique, c'est juste de dire, montrer à nos collaborateurs
le métaverse. Je pense que ça joue un rôle clé parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, 30% des entreprises d'ici 2026 auront investi dans le métaverse. Et je ne citerai aucune entreprise qui sont déjà présentes dans le métaverse pour avoir discuté avec les Chief Metaverse Officer et son équipe. Ils me disaient, nous, on est présents dans The Sandbox, c'est super, mais en fait, on peut pas y accéder. En fait, même nous, en interne, on n'a pas le matériel et on va dire, notre DSI nous donne de toute façon pas le droit d'accéder. Donc, c'est un enfer pour nous. Voilà. Donc, comment voulez-vous imaginer que vos collaborateurs imaginent les usages de demain de votre entreprise dans le métaverse si ils ne peuvent pas y mettre un pied? Donc, à mon sens, la première étape qui est intéressante, c'est comment faire en sorte de organiser un événement immersif, au moins peut-être pour parler du sujet, mais au moins leur faire vivre une ou plusieurs expériences dans le métaverse. Et à ce moment-là, on va se poser les questions, enfin vous poserez les questions avec vos DSI, ah oui, mais monde décentralisé, donc ça veut dire des serveurs à travers le monde, mais comment on va faire pour des raisons de sécurité? Comment on va faire pour acheminer les personnes au bon endroit? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser au fur et à mesure et que vous allez pouvoir résoudre. Mais une fois que vos participants, vos collaborateurs, vos collègues vont avoir vécu, certains vous diront mais j'ai détesté, c'est clair, d'autres vont dire j'ai adoré, d'autres vont dire ouais c'est intéressant, mais une fois qu'on a vécu, on peut commencer à se dire ok, ça devient concret pour moi et voilà, j'imagine ce qu'on pourrait faire demain là-dedans en fait. Moi j'ai testé, j'étais bloqué à côté d'un frigo, je sais pas pourquoi, mais je voyais mes collègues danser sur un rooftop et moi j'étais à côté d'un frigo, donc je me suis dit peut-être ma maturité elle est extrêmement limitée en termes de digital, mais en termes de challenge, en fait, on a parlé des contraintes technologiques et techniques, l'accessibilité, l'équipement. Il y a la partie confidentialité, cybersécurité, data privacy, qui va être complètement incontournable. Clairement, aujourd'hui, il y a un vide juridique aussi sur l'aspect métavers. Comment aussi évaluer cet ROI d'un événement pour la marque? La maturité technologique de l'audience, on l'a mentionné, l'intégration avec d'autres solutions digitales. Et puis, notamment, en fait, il y a la partie impact environnemental. On n'arrive pas à évaluer aujourd'hui combien ça vaut, combien on génère un participant qui va participer à un événement pendant 1 heure dans le métaverse. En termes d'empreinte carbone. Il y a un sujet d'empreinte carbone globale, mais tout le monde se la pose, c'est-à-dire à quel niveau mon système d'information, quel est l'impact réel et global et avec une vision systémique de mes produits. Que ce soit un équipementier industriel, il va se poser la question de la circularité de ce qu'il va mettre dedans. On va avoir les mêmes problématiques au niveau du métavers. Et tout l'intérêt, c'est que là, technologiquement en tout cas, on peut créer des frameworks qui vont permettre d'optimiser l'empreinte carbone, d'aller solliciter plus un serveur qu'un autre en fonction de la géographie, d'aller monitorer de manière réelle et tangible l'impact. Parce qu'on reste quand même sur du numérique. Donc globalement, on a quand même une traçabilité qui est plus facile que dans le monde virtuel ou physique, ou avec, en fonction du cuivre qu'on va mettre dans un produit, vs le plastique, vs d'où il vient. Enfin, pour revenir de l'IFA de Berlin la semaine dernière, sur lequel il y a eu beaucoup de dimensions sustainable, s'aperçoit que globalement, il y a une volonté réelle de s'inscrire dans un continuum du recyclage. Donc ça, je dirais que le problème va pouvoir se régler, même si aujourd'hui, on est en manque d'outils. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets de recherche sur cette dimension-là. C'est effectivement une dimension majeure d'être capable de faire la preuve, au-delà même de le calculer, de faire la preuve réelle de l'empreinte carbone d'un événement VS. Il y a beaucoup de controverses, en tout cas Mathieu, parce que je sais que Viva Technologies, on a parlé à 95% de... Ils plantaient des arbres cette année justement pour... mais clairement, ils ont été rattrapés rapidement par Jean-Marc Jancovici qui a dit, vous avez parlé de 80% de métavers de technologie, mais la RSE là-dedans. Donc c'est un autre débat qu'on pourra aborder. On peut l'ouvrir. Mais aujourd'hui, on va attaquer en fait la partie métaverse et travel, parce que c'est vraiment aussi le sujet, et de voir où se positionne le travel par rapport à la partie MICE. Rapidement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, il y a énormément de compagnies aériennes qui ont déjà investi dans le métaverse, notamment Emirates qui a lancé son NFT, le Qverse en fait de Qatar Airways, Airbus qui imagine en fait des vols dans le métaverse, et puis surtout une vidéo qu'on voulait vous présenter d'Amadeus pour voir comment le process de réservation peut se faire dans le métaverse aujourd'hui. Travelers will be able to select a destination and a date for their flight. Once selected, a traveler will pick the flight and see the aircraft seat map to select a seat. You will also add other services to your booking.
Once you have all set for your trip, you can move ahead with the payment. This could change the way travelers will purchase trips, helping airlines and other travel companies become the next generation retailers. D'un point de vue hôtelier, il y a Citizen M qui a créé en fait son espace en fait dans le métaverse. Les hôtels Levenverse Metaverse qui ont créé aussi des hôtels wellness et lifestyle en fait, et surtout les hôtels Millennium qui ont créé dans Centraland le premier hôtel en tout cas qui existe dans le métaverse dans le monde. À Antara aussi à Amsterdam, qui peut vous pouvez réaliser des visites en fait dans le métaverse directement pour découvrir cet espace, et notamment on voulait partager avec vous une vidéo des hôtels Marriott. La raison derrière, c'est vraiment de voir comment le live en fait et le métaverse peuvent se retrouver dans le même espace. Rapidement, Louis-Xavier, qu'est-ce que tu penses de cette adaptation des acteurs ? On voit que sur la personnalisation, ça répond exactement aux besoins de personnalisation attendus par tous les voyageurs, de pouvoir choisir son siège dans l'avion, choisir ses films en avant, regarder sa chambre, choisir la couleur de la voiture. Pour les voyageurs, c'est formidable. Pour la communauté d'acheteurs que vous êtes, c'est un peu différent parce que l'expérience immersive, c'est formidable. La liberté d'achat dans un cadre corporate, on pourrait refaire une conférence d'1 heure sur le sujet. La vraie question, il y a en fait, de mon point de vue, ramené au voyage d'affaires, 3 points de vue. Un, c'est le référencement. Et ce que disait Cédric, c'est pas un métaverse, mais c'est des métaverses. Donc ça veut dire potentiellement dans vos scopes d'achat demain, vous devrez référencer différents métaverses en fonction du contenu que vous voudrez et des accords que vous aurez avec vos principaux fournisseurs. Le deuxième point qui est le plus important, c'est la sécurité. Je crois que Mathieu disait on peut avoir plusieurs identités dans le métaverse. J'imagine dans vos data, si chaque voyageur a plusieurs identités sur différents événements, c'est déjà parfois challenging. On imagine ce que ça peut donner sur le long terme. Et derrière la techno. Et c'est vrai que les API et nous, et comme tout acteur aujourd'hui, les investissements technologiques sont de plus en plus importants pour pouvoir monter en puissance. Et on le voit bien de l'utilisateur de son ordinateur ou d'agences comme nous pour pouvoir proposer des solutions qui intègrent ces points-là. Et en complément sur la sécurité, c'est la biométrie, c'est tout ce qui est voice recognition pour vraiment s'assurer que c'est la bonne personne dans le monde réel ou virtuel à qui on s'adresse, mais ça reste une perspective extraordinaire pour créer des communautés d'entreprises, pour travailler sur des projets, et économiser quand même le coût du déplacement physique qui restera. Il sera impacté, mais on aura toujours besoin de se rencontrer à un moment ou à un autre. Sabrina, ton point de vue sur le sujet, comment le point de vue achat, travel management? Je dirais en effet, une entreprise, je pense qu'elle a 3 ou 4 objectifs. C'est réduire ses coûts. Donc, je pense que le fait de ne pas pouvoir, excusez-moi, je me reprends. Le fait d'éviter certains voyages, je pense qu'on pourra optimiser justement sur la facilité de se rencontrer dans le métaverse, évitera certains voyages, certains déplacements, mais ne les supprimera pas tous. On aura toujours besoin de se rencontrer.
physiquement. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains voyageurs, en effet, qui peuvent être un peu stressés. Donc, ça sera vraiment une bonne aide à la décision. Si je peux aller voir exactement comment la configuration d'un avion, comment est l'hôtel, comment je me rends de l'aéroport à tel lieu de congrès, etc. Si en amont je peux maîtriser tout mon itinéraire, tout mon trajet, ça va faciliter aussi la vie du voyageur. C'est aussi donc une aide à la décision pour le voyageur aussi, donc de savoir quelles options voyage ou quel itinéraire prendre, quelle compagnie, quels hôtels sélectionner. Tous les différents lieux que je vais visiter, ça c'est donc une meilleure préparation de mon voyage en amont pour le voyageur, donc moins de stress, une aide à la décision, donc moins de coûts pour l'entreprise puisqu'il y a certains voyages qui ne se feront plus, c'est aussi pour une entreprise aussi on est l'innovation, donc on est vraiment on cherche à capter l'innovation, donc le métaverse ça va être l'innovation aussi qui va bouleverser nos façons de voyager, d'interagir, etc. Donc, pour une entreprise, c'est très important. Capter l'innovation, c'est très important. Et puis, alors je regarde ce qu'on a dit d'autre. C'est réduire aussi notre empreinte carbone, l'aspect RSE. Donc, réduire nos coûts, le bien-être du voyageur, moins de stress, puisqu'il sera plus préparé ou justement il n'aura pas à voyager. Et puis l'aspect RSE et capter l'innovation. Voilà, moi je retiens ces quatre axes. Alors, il y a une enquête qui a été réalisée par BCD auprès des experts de l'événement du voyage d'affaires. Et en fait, moi j'étais surpris par le résultat, honnêtement, c'est que 51% des décideurs en fait, dans le voyage d'affaires qui ont été interrogés trouvent que le métaverse n'est pas une priorité d'un point de vue développement technologique ce jour. Il y a 37% qui pensent que c'est quelque chose à considérer dans les quelques années et 12% qui pensent que c'est vraiment pas applicable en fait à court terme. On revient juste en fait, Louis-Xavier, sur un sujet. J'ai vu un article la dernière fois qui dit est-ce que le métaverse va tuer en fait le business travel aujourd'hui. Donc je me projette dans 2-3 ans, je me dis je suis un voyageur d'affaires. Est-ce que je vais avoir le choix, mon entreprise va me laisser avoir le choix entre faire le voyage en présentiel, ou est-ce que je peux choisir, est-ce que je vais avoir en fait demain une politique travel qui va me dire pour tel trajet tu vas le faire en présentiel, pour tel trajet tu vas le faire peut-être dans le métaverse. Si on revient sur la période Covid pour faire un pendant, il y a 10 ans, on pensait déjà à des solutions de vidéoconférence et certaines entreprises s'étaient équipées avec des investissements colossaux pour avoir 1 ou 2 salles dans le monde et la mayonnaise n'a jamais pris en fait. Enfin, c'était celui qui était à Dallas restait à Dallas, celui qui était à Paris, il y avait toujours l'océan entre les deux. Avec le décalage horaire, ça fonctionnait pas. On voit ce qu'on a tous vécu avec cette révolution forcée par le Covid, où du jour au lendemain, on a tous été embarqués sur cette nouvelle façon de travailler, et pour laquelle je pense que le métaverse sera une accélération et certainement une amélioration. Mais tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de sécurité, de contenu, et d'avoir vraiment la chaîne corporate dessus, la question ne pourra pas vraiment se poser, parce qu'on ne pourra pas donner aux collaborateurs accès à des choses qui potentiellement pourraient mettre en danger la sécurité informatique de l'entreprise. Mais une fois ces écueils passés, ce sera vraiment pour moi le moyen, au contraire, de réunir beaucoup plus de gens autour d'un même projet, et bien plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, où les équipes se préparent. Et on le voit bien, là, les voyages reprenant, les gens, là où on faisait pas venir de techniciens, on commence à avoir des techniciens autour de la table. Le métavers, je pense que on pourra vraiment travailler, faire de la recherche, à la fois de la recherche industrielle, la recherche pharmaceutique, en travail de préparation, mais on aura toujours à un moment le besoin de valider la théorie avec la pratique, puisque que ce soit un service, un producteur ou un industriel, le monde virtuel c'est formidable, mais il y a un moment il faut quand même produire des biens et des produits et puis les livrer. Donc il y a un moment où le virtuel devra rejoindre la réalité, et le voyage sera certainement différent, mais sera toujours là.
Et à ton avis, comment les TMC doivent s'adapter et doivent intégrer cette nouvelle dimension? Ce que je disais, c'est la technologie qui fera la différence. Aujourd'hui, nous, je sais qu'on investit beaucoup chez CWT sur nos API et sur notre portail d'API pour pouvoir monter en puissance, justement, être capable d'absorber ces flux. Et on le voit bien, hein, ce que disent Cédric et Mathieu, c'est que il faut vraiment pouvoir, et si on va avoir une logique d'événements de taille et de flux de voyageurs ramenés au déplacement individuel, il faudra derrière vraiment des structures très solides, à la fois pour accompagner le déplacement virtuel et en même temps le contenu qui arrivera de toutes parts et qui sera enrichi. Sabrina, ton point de vue travel management, est-ce que ça va être une démarche de la part des sociétés demain de demander à leur TMC de proposer une offre métaverse, ou est-ce que c'est à l'inverse, une démarche proactive de la part des TMC? Je pense que les deux, enfin, je pense que les deux acteurs, on a compris l'enjeu qui est derrière. Et c'est vrai que d'un point de vue aussi utilisateur, les gens, d'avoir cette expérience immersive, ça va générer aussi de l'engagement. En fait, les gens vont y trouver quelque chose, surtout s'il y a du contenu, etc. Aujourd'hui aussi, ça va aider beaucoup on parle de l'entreprise, mais il y a aussi le côté expérience utilisateur, voyageur. Quand on reçoit toujours des demandes, oui, mais j'ai un collaborateur, il a telle nationalité, et les conditions d'entrée aussi dans un pays évoluent tellement que, voilà, si tout ça peut être réglé dans le métaverse, en fait, les gens peuvent être embarqués en disant, bah voilà, moi je suis américain, moi je suis hongrois, moi je suis tout, et voilà, je désire aller dans tel pays. Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Est-ce que il y a un autre virus est-ce que je peux? Quelles sont les conditions d'entrée, de quarantaine, etc. Voilà, si tout ça, tout ce flux en fait peut être absorbé par la technologie. Et donc d'autant plus immersif. Donc chacun ira et se trouve transporté, parce qu'on l'a bien vu dans la vidéo, on se trouve transporté dans un flux, dans un canal, comme si on était dans un courant d'eau et on se laisse transporter. Et tout est personnalisé. En fait, on a un chemin personnalisé. Et ça, c'est d'un point de vue expérience utilisateur, je trouve ça génial. Moi, ce qui m'a bluffé en préparant ce sujet avec vous tous, en fait, c'est cette capacité à être embarqué, à être engagé. Et ça donne un sentiment nouveau et vraiment très motivant, inspirant, quoi. Et tous les acteurs qui touchent au métaverse, en effet, donnent envie d'y aller. Et voilà, on voit que quel que soit l'acteur que nous sommes dans nos sociétés, on ira, on sera obligé d'y aller, on n'aura pas le choix, c'est comme Internet. Avant, on était peut-être un peu... mais tout le monde s'y est mis. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a Internet, ou presque, mais voilà. Merci Sabrina. On va avancer rapidement. Pour résumer ce que tu viens de dire, d'ailleurs Sabrina, les avantages, c'est une réponse aux risques sanitaires, aux restrictions de voyage, donc une expérience simplifiée, pas de train, ni avion, ni visa, ni test, ni perte de temps dans le trafic sans passeport. Donc vraiment, en tout cas, ça propose une solution extrêmement flexible et réactive, une réponse à l'inflation, augmentation tarifaire. D'ailleurs, en fait, l'article, lui, Xavier, c'est que le métavers ne tuera pas le business travel, l'inflation et l'augmentation des prix, si. C'était... Donc, try before you buy, donc un aperçu de l'expérience, c'est ce que tu as évoqué aussi, Sabrina, c'est qu'aujourd'hui, on peut tester la compagnie aérienne, on peut tester l'hôtel, les sites qu'on souhaite visiter, et du coup, ça rassure le client sur ses choix, aide à la décision, le bien-être du voyageur, l'engagement RSE, impact carbone, accessibilité, réduction du nombre de voyages, c'est ce que nous avons mentionné. D'un point de vue challenge, on reste sur les acteurs du BT doivent revoir en fait leur business model, comment générer des revenus sur le métavers. Il y a les contraintes technologiques comme dans le MICE, la confidentialité, le vide juridique, le budget, maturité, intégration et l'impact environnemental comme évoqué. Et juste pour conclure en fait cette session et What Next, on est revenu à notre expert de Toronto, Ryan Phillips, qui voulait en fait partager avec vous son point de vue de l'avenir du métaverse dans les prochaines années. Yeah, so a lot of people have been saying to me recently of going, okay, so what next? Where do I go? I think where do I start is the one thing. So jumping into the metaverse straight away is, those knee-jerk reactions are never wise, because people, just like when we looked at Google ads and Facebook of the day, people went, they don't work. Of course they don't work, because you don't understand them yet. Really starting to get into the metaverse and explore it for yourself before starting to say, I need the metaverse, I'm going to put it in. Start going in and start exploring the metaverse and the possibilities that it has. Do your research in terms of your audience. So
at the moment we're seeing a lot of the idea is a lot of the younger audience, the Gen Zs and the millennials of the world are going, well, of course we need the metaverse, because the adoption of the internet for them has been very much at the forefront. Some of them have not even understood a life without the internet. So giving them a rich experience is a given, and it's a must, not a nice to have. So we really need to start looking at the audience, the strategy, and then looking at where the industry is going to be going. So by 2030, they're predicting that a majority of people will have been on the metaverse, with more than a quarter of them interacting on a daily basis. So we need to really understand what it's going to be and then how we interact with it. So making sure it's a key part of your strategy now, and doing your research is key. Getting people in who understand the metaverse and understand what it has is also key to what you're doing. So really working on your strategy is really important. There's a lot of top tips out there, but the biggest key thing I would say is go and have a play for yourself and actually fall in love with the metaverse yourself. Est-ce que vous avez un avis, Cédric, Mathieu, c'est ce que Ryan vient de dire? Moi, je suis complètement d'accord. Il faut aller voir. Et c'est pour ça qu'on propose, nous, chez Explorer, on propose notamment des learning expéditions. On fait pour certaines entreprises, on fait des learning expéditions dans le metaverse. Si on est une boîte dans le FMCG ou dans les services ou dans le transport ou dans les RH ou je sais pas quoi, le metaverse n'a pas forcément les mêmes significations. Et donc, aller voir et avec un prisme qui est propre à son entreprise, ça peut être assez smart. Voilà. Mais après, chacun peut prendre son téléphone, son ordinateur et aller à la découverte et découvrir. Il y a plein de choses à faire. Mathieu, ta vision sur le développement par le dénominateur commun de toutes les compétences nécessaires à l'ensemble des employés, collaborateurs, c'est la curiosité et le fait de tester. Parce que de toute façon, il faut tester. Le mode test and learn restera ce qui vous permettra de vous approprier ces éléments de la même manière qu'on s'est approprié le téléphone, l'Internet, Teams, les univers virtuels, les mondes connectés. Et puis, voilà, regardez des séries prospectives. On parle souvent de Black Mirror, mais il y a aussi Upload, qui vous parlera beaucoup de métavers. Et il y a beaucoup de choses qui vous paraissent être de la science-fiction, mais la réalité, c'est que ça s'appuie quand même sur des projets de recherche qui sont romancés ou storytellisés, mais globalement, voilà. Le monde d'après s'écrit aussi de la manière dont on a envie qu'il s'écrive. Donc il faut qu'on s'approprie le métaverse pour justement préserver cette capacité à être libre dedans, dans cette nouvelle définition de l'Internet, et ne pas avoir une privatisation du métaverse comme on a pu subir la privatisation du web ces 20 dernières années. Voilà. Sabrina, pour conclure cette session, comment tu vois les 2-3 prochaines années? Est-ce que tu vas écrire, par exemple, intégrer le métaverse dans ta politique voyage? En fait, je pense qu'en effet, on pourra utiliser le métaverse pour justement faire connaître un peu plus aussi la politique voyage, pour permettre aussi son respect, etc. Puisqu'en général, quand on a une politique voyage, il faut la lire, etc. C'est pas très voilà. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Mais si on a quelque chose qui nous permette encore une fois, de nous immerger, enfin en tout cas de s'engouffrer dans un chemin et qui est très visuel, qui est très simple, là forcément les gens vont pouvoir s'approprier, les collaborateurs vont pouvoir s'approprier les concepts de la policy et pourquoi il faut le faire, etc. Ils vont être dirigés en fait naturellement et spontanément, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour les collaborateurs de suivre les process de l'entreprise, parce que nous, il faudra quand même, dans une entreprise, il y a des cadres, il y a des règles de sécurité, etc., et de conformité qu'il faudra suivre, et tout en laissant une meilleure expérience utilisateur. Xavier, alors lorsqu'on a échangé ensemble, Xavier, tu vois, on a beaucoup parlé de ce shift entre ce qu'on fait comme expérience à titre individuel dans le métaverse, et après on va certainement demander à nos entreprises de proposer la même, en fait, parce que c'est une expérience assez intéressante. Du coup, à 2-3 ans, comment tu vois l'évolution des choses? C'est un peu ce que disait Sabrina, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors 2-3 ans, peut-être 3-5, pour être plus réaliste, on peut imaginer que le process d'aujourd'hui de réservation d'un voyage se transforme complètement dans le métaverse, avec un agent virtuel qui viendrait justement donner tous ses conseils amont,
informations, mais qui permettrait aux collaborateurs aussi de se renseigner auprès de son responsable sécurité sur telle ou telle destination et accéder à des informations très personnalisées et faciliter la recherche et après la préparation du voyage, en fait. Merci beaucoup. Pour résumer, donc, on a dit nous sommes au début de l'aventure. Le métaverse paraît futuriste, mais il prend forme et évolue rapidement. Le métaverse n'est pas un substitut, mais un complément au format présentiel du travel et de l'événementiel. Les entreprises doivent intégrer le métaverse dans leur politique. On verra dans combien de temps. Et puis le métaverse est un canal incontournable pour le futur de la relation avec l'ensemble des parties prenantes. Pour clôturer, je ne sais pas si vous avez des questions rapides, mais je sais que Valérie me dit qu'on arrête. Je tiens sincèrement à vous remercier, Louis Xavier, Cédric, Mathieu. Sabrina, c'était un plaisir de préparer cette session avec toi. Merci de votre confiance.